Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de Prep Podcast, le podcast dédié aux étudiants en grandes écoles de commerce et également aux préparationnaires ECG, ECT. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Louis, ancien préparationnaire donc, du lycée Fermat et aujourd'hui étudiant à l'EDEC. Donc merci d'être venu. Avec plaisir. On va commencer directement dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, tu es là forcément pour parler de toi, raconter ton parcours. Est-ce que tu peux me raconter très simplement ton parcours du lycée jusqu'à la prépa? Quel lycée? Comment tu as réussi à intégrer une prépa, etc. Tout à fait. Donc moi, je m'appelle Louis Delebel et je viens de Narbonne, dans le sud-ouest. Et donc voilà, c'est dans cette ville que j'ai suivi ma scolarité jusqu'à la fin du lycée. J'ai toujours été un bon élève jusqu'au lycée. Ce qui m'a permis d'avoir le bac mention très bien, même si c'était l'année Covid, je ne l'ai pas vraiment passé. Comment tu travaillais au lycée, par exemple? Comment je travaillais au lycée, c'est une bonne question. Alors en fait, jusqu'à la seconde, j'avais toujours eu des très bonnes notes sans forcément fournir énormément d'efforts. Surtout, voilà, je n'étais pas dans des établissements extrêmement exigeants. Et c'est ensuite, à partir du moment où je suis arrivé en première S, à l'époque, la filière existait encore, où là, voilà, j'ai remarqué que le travail s'accentuait un peu, il fallait que je m'organise un petit peu plus. Et c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu des fiches. Je sais qu'on pourra en reparler ensuite. Et ça m'a permis de m'organiser. J'ai commencé un petit peu à apprendre à faire des emplois du temps. Okay. Et c'est surtout en terminale ensuite, avec l'arrivée de Parcoursup, que j'ai commencé à vraiment mettre un peu un coup de collier pour essayer d'avoir la meilleure classe prépa possible ensuite. Ok. Du coup, la classe prépa que tu as eue, donc c'est Fermat. Tout à fait. Est-ce que sur Parcoursup, c'était donc sur dossier, je suppose? C'est ça, oui. Ok. Au lycée, tu as eu donc, je suppose, des très bonnes notes, tu as eu mention très bien au bac. Pour les lycéens qui nous regardent également, parce qu'il y a des lycéens qui nous regardent aujourd'hui, quels conseils déjà tu aurais par exemple à leur donner pour ceux qui souhaitent intégrer une prépa? Comment tu travaillais par exemple au lycée? Est-ce que tu travaillais vraiment? Ou est-ce que tu travaillais un peu à moitié? Comment tu faisais? Également, ceux qui sont dans un lycée moyen se posent parfois des questions. Oui, bien sûr. Donc, je te laisse répondre à ça. Concernant le travail, tout d'abord le travail au lycée. Donc moi, comme je disais, j'avais des bonnes notes jusqu'à la seconde et il a fallu que je commence à m'organiser un petit peu à partir de la première. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appris à m'organiser en faisant surtout des emplois du temps. Alors moi, ma façon de faire, elle était un peu particulière. J'ai jamais eu des emplois du temps avec des heures très fixes. Okay. Je faisais surtout, en fait, je marchais par objectif. C'est-à-dire que par exemple, si je savais que j'avais un devoir, un contrôle en maths le lundi, je me disais, ok, toute la semaine précédente, il va falloir que je cale au moins 1 heure de maths par jour. Et pour les étudiants qui seraient intéressés par exemple par la prépa ECG, ancienne prépa ECS pour moi, je leur conseille surtout de travailler les matières qui vont ensuite être prises en compte sur Parcoursup pour cette prépa-là. Donc moi je savais que les maths c'était la matière la plus importante, mais il y avait aussi les langues, l'histoire géo qui est devenue la géopolitique ensuite en prépa. Donc voilà, je continuais quand même de faire par exemple physique et SVT, mais je trouvais ça intéressant de mettre un petit peu l'accent sur les matières qui sont le plus regardées dans les dossiers. Ok. Quand tu étais au lycée en terminale ou en première, tu savais que tu voulais faire une prépa ou pas du tout? C'est une bonne question. En fait, j'ai commencé à... Donc je savais déjà un petit peu qu'est-ce que c'était la prépa, qu'est-ce que ça voulait dire, mais j'en avais toujours eu une mauvaise image. Surtout que moi, voilà, je viens pas forcément d'un lycée où il y en a beaucoup qui vont faire prépa ensuite. Et donc, on m'avait dit, voilà, c'est le bagne, on va passer 2 voire 3 ans à ne faire que travailler, plus avoir de vie sociale. Et donc, c'est pour ça que moi, jusqu'à la fin de la seconde, je me disais que c'était pas forcément fait pour moi. Et c'est à partir de la première que j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai découvert notamment voilà, cette prépa ECS, qui est maintenant la prépa ECG, que j'ai trouvé très complète, avec vraiment des matières autant littéraires que scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à ce qui pouvait être attendu par les professeurs et lors des concours. Okay. Et donc, voilà, petit à petit, ce projet a mûri. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant bien, je pouvais avoir le niveau pour intégrer Fermat. Ok, bah, super. Effectivement, Fermat, c'est quand même une bonne prépa. Aujourd'hui, tu m'as dit donc, que tu avais intégré Fermat. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà de la préparation à Fermat? Quel est ton avis par rapport à Fermat, qui est quand même une bonne prépa? Oui, bien sûr. Je pense qu'elle est dans le top 20 français, quelque chose comme ça. Bah déjà, quelque chose qui est bien avec les prépas qui sont déjà bien classées, c'est qu'elle recrute des élèves qui déjà étaient assez bons au lycée et qui ont de l'ambition. Je sais que ça peut être parfois un peu moins le cas pour des prépas un petit peu plus au milieu, voire vers la fin du classement. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important, je trouve, être entouré d'élèves qui ont des ambitions,
parce que ça va plus ou moins inconsciemment te porter vers le haut. C'est le problème des prépas dites de province, on va dire, C'est ça, tout à fait. qui n'ont pas les meilleurs étudiants et du coup, derrière, c'est difficile pour eux, malgré tout, d'avoir un bon environnement déjà et de se tirer vers le haut, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc ça, je pense que c'était un premier point qui était important pour moi parce que je suis arrivé en prépa. Il y a peu de monde qui a fait prépa dans ma famille, du moins dans mes proches. Et donc, je savais pas trop quelles prétentions je pouvais avoir. Je savais que j'étais bon élève au lycée, mais je suis arrivé dans un autre lycée, le lycée Fermat, où voilà, j'étais qu'avec des très bons élèves. Et donc, je savais pas voilà, quelles ambitions je pouvais avoir et quel niveau je pouvais atteindre en 2 ans. Et ce que j'ai aimé en plus au lycée Fermat, c'est que les professeurs étaient quand même très exigeants. Ouais. Je me souviens d'un podcast précédent où un élève disait que les profs leur conseillaient plutôt de viser le top 15. Et nous, nos profs, vraiment, ils nous disaient que c'était plutôt à partir du top 5, top 3 qu'on pouvait vraiment commencer à avoir des ambitions. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a porté et qui m'a donné envie de travailler au mieux pour atteindre les meilleures écoles possibles. Ok, c'est cool. Tu disais tout à l'heure que la prépa, quand tu étais dans ton lycée à Narbonne, on te disait que c'était voilà, quelque chose de très difficile, que tu n'allais pas avoir de vie sociale, etc. Avec du recul, maintenant que tu l'as faite, qu'est-ce que tu leur répondrais à ces personnes qui disaient ça? Je leur répondrais que dans tous les clichés, il y a toujours une petite part de vrai. Forcément que ma vie sociale était moins riche, moins épanouie quand j'étais en prépa par rapport à quand j'étais au lycée ou par rapport à maintenant en école. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, on priorise les moments sociaux qui sont vraiment importants pour soi et pour se ressourcer. Moi, à l'époque, donc, je me suis fait pas mal d'amis en prépa. Il y en a beaucoup d'autres témoignages le disent. Dans la difficulté, on se soude. Et donc, les quelques fois où je sortais, je me réservais quand même 1 ou 2 fois pour sortir au moins par semaine. Que ce soit juste pour un repas ou peut-être une petite soirée entre amis, mais pas quelque chose qui devait trop me fatiguer, vous en doutez. Donc, en fait, finalement, j'avais moins de moments pour moi, pour me ressourcer, mais ils étaient de meilleure qualité, je pense. Ok. Donc, tu leur dirais que, grosso modo, il y a une part de vérité, mais d'un autre côté, si on sait bien s'organiser, on sait faire la part des choses, tout est possible. C'est ça, tout à fait. Et c'est vraiment, je sais que je suis pas le seul à le dire, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut vraiment se garder des moments pour soi, pour se ressourcer. Ça permet d'être plus performant ensuite. Ok, super. Maintenant, parlons plutôt de la prépa en profondeur. Oui, bien sûr. Quelles étaient tes routines en prépa? Comment est-ce que tu travaillais? Ta semaine, comment tu t'étais organisé? Qu'est-ce que tu faisais concrètement pour réviser efficacement et intégrer la meilleure école? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ma routine, elle a pas mal évolué au cours des 2 ans. En première année, j'ai fait pas mal d'erreurs que beaucoup d'autres font, c'est-à-dire travailler pour les notes et travailler pour le DS qui arrive le samedi, parce que nous, donc, on avait les devoirs surveillés le samedi matin. Et je passais toute ma semaine à travailler pour ce devoir-là, parce que je voulais avoir une bonne note à ce devoir-là pour me rassurer, alors que c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en prépa, les notes, c'est vraiment des indicateurs, mais l'objectif, c'est vraiment le concours. Même quand on est au début de la première année, il faut toujours se préparer au concours. Et donc ma routine finalement elle n'était pas très bien équilibrée quand j'étais en première année. Je rajoute juste quelque chose, en fait nous on avait un petit peu la pression de la classe étoile. En fait à Fermat ils mettaient en place une classe étoile pour les meilleurs de la première année qui puissent intégrer une classe étoile en 2e année pour se préparer encore mieux aux meilleures écoles. Et bon finalement j'ai atteint la classe étoile, mais je pense que j'aurais pu avoir un peu plus d'avance si je m'étais mieux organisé en première année. Est-ce que si tu n'avais pas obtenu la classe étoile, selon toi, tu aurais quand même pu obtenir les decks ou pas? Je pense que oui, parce que dans tous les cas, les profs de 2e année, que ça soit la classe étoile ou non, déjà il y en avait beaucoup qui étaient les mêmes. Et ils étaient tous de qualité. Mais après, bon, c'est difficile à dire, mais le fait d'être en classe étoile, ça m'a quand même aidé. Parce que ça m'a permis encore une fois, comme c'était une 2e rentrée en prépa en fait, je suis arrivé avec des élèves encore meilleurs que ceux que j'avais connus en première année. J'ai eu des mauvaises notes, j'ai été dans les derniers assez souvent, mais ça m'a tiré vers le haut finalement et j'ai, je pense, mieux performé au concours que pendant l'année finalement. Ok. Juste pour revenir un petit peu sur mon organisation, comment elle a évolué en 2e année. En 2e année, en fait, j'ai totalement changé mon fusil d'épaule. Je faisais vraiment plus trop attention aux notes. J'essayais quand même d'être prêt pour les devoirs surveillés pour qu'ils soient le plus utile possible. Y aller sans avoir révisé ce chapitre en particulier, c'est dommage. Mais ce que je faisais, c'est que pendant les vacances ou même pendant les semaines, j'essayais de beaucoup plus équilibrer. Okay. Garder quand même une bonne dose de maths presque tous les jours si possible. Combien d'heures à peu près? Par semaine? Par jour même? Par jour, je dirais en moyenne au moins 1h30, 2 heures. Quoi qu'il arrive? J'essayais. Je pouvais pas tout le temps, selon l'école, parfois selon la fatigue, évidemment.
Mais je pense que c'est l'essentiel parce que surtout les maths, c'est vraiment une matière qui est la plus sûre, je pense, au concours. Il y en a beaucoup qui le disent. Si on est bon en maths, en général, sauf gros accidents, on sera bon au concours. Ouais. Alors que les matières littéraires, ça peut être un petit peu plus aléatoire. Donc voilà, je pense que les maths, c'est l'essentiel. Et donc voilà, j'essaie de me garder vraiment des maths, pas forcément les 2 heures d'un coup, je pouvais en faire peut-être une demi-heure le midi, 1 heure et demie le soir, quelque chose comme ça. Okay. Mais voilà, c'était quelque chose vraiment important. Et la géopolitique, par exemple? La géopolitique, j'étais un petit peu plus irrégulier. En première année, je faisais une erreur, c'est que j'apprenais tout par cœur. Mais je me suis vite rendu compte que c'était impossible en fait. Le programme, il est juste infini. Ouais. Finalement, j'avais quand même des bonnes bases grâce à la première année, des bonnes connaissances. Mais je me suis rendu compte que j'avais trop négligé la méthode de la dissertation, qui est pourtant si importante au concours. Donc en deuxième année, bon, le programme est encore très chargé, mais je mettais aussi beaucoup l'accent sur la méthode de la dissertation. J'essayais de m'entraîner à faire des plans détaillés, je faisais pareil en culture G aussi. Et ça m'a beaucoup aidé à décoller, parce que quand on a les connaissances mais qu'on ne sait pas les organiser, on ne peut pas dépasser le 10 sur 20. Tu avais combien en première année en géopolitique et en deuxième année, par exemple? Alors, en première année, j'avais un professeur qui notait quand même beaucoup sur les connaissances. Il fallait quand même, bien sûr, réussir à bâtir une dissertation, mais on pouvait quand même au moins avoir 10 sur 20 si on montrait qu'on connaissait le cours. Donc, j'avais en général 11, entre 10 et 13. Et en deuxième année, par contre, premier DS, 4 sur 20. J'avais pas la méthode, j'avais pas bien compris la méthode et j'ai changé de professeur entre-temps. Et lui, il avait été correcteur de l'ESSEC et il était très rigoureux sur la méthode. Notamment, voilà, garder une partie historique pour la première partie, une partie la troisième partie qui est censée être un peu une ouverture. Donc ça, je l'ai appris au fur et à mesure de l'année. Mais mes premières notes étaient très mauvaises. Finalement, j'ai réussi à monter. Au concours, tu as eu combien? Alors au concours, j'ai eu 16 sur 20 pour la dissertation ESSEC et DEC. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et sinon, j'ai eu 10 sur 20 à l'ESCP, 10 sur 20 à GEM. Et je crois 10 à Écrit-Com aussi. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de chance peut-être à l'EDEC. Mais bon, voilà, ça prouve que j'avais compris la méthode. Bon, c'est déjà très bien. Et ton professeur, du coup, qui était correcteur à l'ESSEC, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas la chance d'avoir des professeurs comme ceux-là, qu'est-ce qui t'a enseigné concrètement, que tu as retenu et que tu pourrais transmettre aux étudiants qui nous regardent? Alors concrètement, sur la méthode de la géopo? Sur tout ce qui t'a appris en 1 an durant la deuxième année, ces conseils qui t'ont vraiment permis de réussir en géopo et que tu as retenu, quoi. Alors en fait, la première chose, donc je vais un petit peu me répéter, mais c'est qu'en fait, les connaissances sont évidemment essentielles, mais que ce qui doit primer surtout, c'est la méthode. Comment bâtir la dissertation. En fait, si déjà de base l'introduction est mal faite, en fait, forcément, le correcteur va avoir un très mauvais a priori sur toi. Et en fait, ce qu'il m'a dit qui était assez intelligent, je trouve, assez malin, c'est qu'en fait, les correcteurs, dès la lecture de l'introduction, ils te mettent dans un paquet de notes. Si tu as une intro qui cadre tout bien, que le plan paraît très pertinent, que les termes sont bien définis, tout de suite, on va te ranger dans les plus de 12 sur 20, on va dire. Et sauf accident dans le développement, on aura au moins 12. Pareil en philo et en ESH aussi. Tout à fait. C'est vraiment la première impression. Ça marche pareil même dans la vie quand on rencontre quelqu'un. Et surtout, au-delà de la première impression, c'est quelque chose qui, toi, va te guider sur ton développement. Pour ça, je te coupe. C'est pour ça qu'au sein de Virage Prépa, pour tous les étudiants qui nous rejoignent, notamment en géopolitique, pour rappel, c'est entre 6 et 8 heures de cours par mois. Le premier cours est dédié réellement à la méthode, vous permettre d'avoir la meilleure méthode possible, parce que derrière, comme vient de dire Louis, c'est ce qui vous permet d'être dans une case, on va dire, et plus votre méthode ou votre intro, on va dire, est pertinente, et au plus derrière, le correcteur va vous mettre une bonne note. Donc encore une fois, très important la méthode. C'est ça, tout à fait. Et donc voilà, les connaissances, elles sont importantes, mais si on a une bonne méthode et on va dire un socle minimal de connaissances, on peut réussir à, avec de la réflexion, obtenir, je dirais, peut-être au moins 12 sur 20, alors que l'inverse, c'est pas forcément vrai. Donc ça, c'est ce que tu marche aussi en principalement. culture G. Je pense, oui, en fait, ça a été vraiment un choc pour moi lors de la deuxième année, parce que voilà, comme je disais, en première année, j'avais au moins 10 sur 20 uniquement avec des connaissances, on va dire, et en deuxième année, ça passait pas. Et je pense que c'est une bonne chose, ça m'a beaucoup aidé au concours, je pense. Super. Maintenant, plutôt concernant les défis que tu as pu rencontrer en prépa, est-ce que, par exemple, il y a un défi, un obstacle qui t'a réellement marqué durant tes 2 années ou pas tellement? Il y en a eu beaucoup. En fait, c'est les deux débuts d'année.
Le début de ma première année, en fait, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Je venais de Narbonne, d'une petite ville, où j'étais avec ma famille dans une maison. Là, j'arrive à Toulouse, dans un petit 20 mètres carrés, où je connais personne. T'es placé où? J'étais à côté de la place Saint-Pierre, avenue de Barcelone. Ok. Et donc déjà, rien que ça, personnellement, ça m'a fait un petit coup d'être tout seul dans un appart et dans une grande ville, voilà, que je connaissais pas. Et ensuite, au moment de la rentrée, les profs, après, je sais que c'était leur rôle, mais ils ont vraiment été très exigeants. Ils ont dit, voilà, vous êtes vraiment, entre guillemets, l'élite de la nation, on est là vraiment pour vous pousser, et ça va être 2 années qui seront peut-être très difficiles, mais on compte vraiment sur vous. Ouais. Et moi, à l'époque, j'avais pas forcément le recul que j'ai aujourd'hui, et je me sentais pas forcément capable. Tout le lycée, j'avais travaillé, j'avais eu des bonnes notes en retenant un petit peu tout par cœur. Et là, je me rendais compte que j'allais être un petit peu avec la crème de la crème et que ça allait pas forcément suffire. Et finalement, en fait, au bout de 2 semaines, donc j'ai vu à quel point les cours enchaînaient vite, les premières calls qui arrivaient, même des premiers petits contrôles surprises auxquels je m'étais pas forcément bien préparé. Et ça a été dur pour tout le monde, mais pour moi, voilà, à l'époque, j'étais peut-être un peu plus fragile. Et ça mà vraiment fait un choc. Et si bien que j'ai passé quelques jours en Narbonne où je me suis vraiment posé la question de si je devais continuer. Ouais, je suis rentré voir ma famille et je savais pas, j'étais perdu. Comment t'as réussi justement dans ces moments vraiment très durs? Parce que forcément qu'il y en a aussi qui doivent passer par ce genre de moments très durs mentalement. Comment t'as réussi justement à remonter et à te relever par rapport à ça? Alors ça va paraître tout bête, mais en fait le premier devoir surveillé qui était prévu pour un samedi matin, j'irai peut-être 3 semaines après la rentrée, c'était le DS de maths. Et c'est quelque chose que j'avais bien travaillé l'été avant. Je m'étais mis dans les maths parce que je savais que ça allait être encore une fois une matière importante pour les concours déjà. Et je me disais, je peux pas partir sans avoir fait ce DS-là. Et finalement, j'y suis retourné quelques jours avant. Ce DS s'est pas trop mal passé. Je crois que j'avais fait premier tiers de la classe, tu vois, donc c'était très bien. Ouais. Et voilà, ça m'a remis un petit peu en confiance. J'ai continué. J'avais eu, je crois, une bonne note en anglais aussi. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'allais pas être dans les tout premiers, du moins au début, mais que j'avais les capacités et ça m'a mis en confiance. J'ai pu travailler sur moi-même ensuite pour faire face aux échecs. Ah ouais, c'est cool de voir qu'aussi, de toute façon, la prépa, comme on dit, c'est 2 années de ta vie où ça peut être difficile, mais derrière, ça te forge un vrai mental. Tout à fait. Et ça t'apprend vraiment à travailler. Encore une fois, t'en es la preuve aujourd'hui que même quand on est au fond, entre guillemets, on peut remonter. Et aujourd'hui, c'est une réussite forcément que ce soit les decks. Donc c'est quand même très bien, quoi. Ouais, c'est pour ça que voilà, pour la 2e année, comme je disais, c'était comme une nouvelle rentrée en prépa parce que j'ai eu des mauvaises notes au début. Mais là, je suis pas rentré à Narbonne, j'ai continué de travailler. Et ça a mis un petit peu de temps avant que j'arrive à avoir le déclic. Ouais. Je dirais que c'est à partir de janvier-février, donc vraiment quelques mois avant les concours, que mes notes ont un petit peu décollé. J'arrivais à moins stresser face à ma copie, un peu plus me libérer. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'être plus créatif et plus intéressant face au sujet, dans toutes les matières. Ok, bah c'est cool. Est-ce qu'il y a des calls qui t'ont marqué aussi? T'as vraiment raté? Il y en a eu beaucoup. En maths, je me souviens d'une colle de maths en première année. Je pense que c'était vers la fin de la première année. C'était sur les probas. Et c'est un exercice que j'ai pas du tout réussi à faire. Et c'était une prof colleuse qui était super très cassante. Et bon, vous verrez, il y en a beaucoup des profs comme ça, d'autres qui sont plus gentils. Et elle m'avait dit que j'avais pas le niveau terminal. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait mis un gros coup. À la fin de la première année, le concours blanc arrivait et j'avais pas le niveau terminal selon elle. Bon, je m'en suis sorti, je sais pas, j'ai dû avoir peut-être 7 ou 8 sur 20. Ça a été un peu dur pour moi. Mais finalement, en fait, la colle d'après, je l'avais mieux révisée, je connaissais par cœur mes démonstrations. Et je crois que j'avais eu quelque chose comme 14 ou 15, donc ça m'a permis. En fait, vraiment, la prépa, elle t'apprend que tu peux avoir des très bas et le lendemain des très hauts. Ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Le sujet qui tombe, ton état de forme sur le moment. Quelque chose dont on pourra reparler aussi, c'est le côté psychologique face à l'épreuve. Il est tellement important. Parfois, il y en a, ils sont super bien préparés, mais ils craquent un petit peu face à l'épreuve et ils sous-performent largement, alors que l'inverse peut arriver si on a confiance en soi. Ouais, donc voilà, ça, c'est un gros enseignement que j'en retire aussi. On n'est jamais totalement prêt face à l'exigence du programme de la prépa, mais il faut vraiment y arriver confiant et savoir qu'on a travaillé et qu'on mérite d'avoir une bonne note. Du moins de tout faire pour en avoir une. Le plus important, c'est de se sentir fier de soi et de se dire qu'on a vraiment assez travaillé. Parce qu'arriver au concours avec des remords en se disant j'aurais pu mieux travailler, plus travailler, forcément que derrière on n'est pas confiant et en général le résultat est pas bon. Donc c'est ça. C'est vrai que tu as raison dans le sens où au plus on travaille, au plus on est confiant et derrière ça fonctionne. C'est ça. Après, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment se forcer à faire. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est pas naturel et moi j'en suis un exemple.
Mais bon, voilà, je sais que moi, quelque chose qui m'a aidé à me mettre en confiance, c'est surtout en deuxième année, ne plus trop faire attention aux notes que j'allais avoir. Et je me suis rendu compte que plus je m'en fichais de ma note, et plus je performais en général. Bon, pour les concours, je savais que c'était plus important que ça, les notes. Mais voilà, en fait, il faut vraiment réussir à rester concentré et ne pas voir l'après. Rester vraiment concentré sur le moment, donner tout ce qu'on a, et voilà, essayer d'être le plus créatif. C'est important, je trouve, de laisser... Parce que si on est trop stressé, en fait, les idées ne viennent pas forcément aussi vite que si on arrive à être détendu. Et quel conseil, justement, tu donnerais à quelqu'un qui pourrait être potentiellement dans ta position quand tu étais mal, quand tu étais au fond, on va dire, surtout que là, les concours arrivent très prochainement. Quel conseil t'aurais donné à quelqu'un qui n'est pas forcément très bien mentalement et qui se remet en question, par exemple, qui remet en question la prépa, même en première année? Qu'est-ce que tu lui dirais là aujourd'hui pour... Alors, sur le plan personnel, je pense qu'on a toujours des périodes où c'est plus difficile, surtout en ce moment avec l'hiver. Sur le plan personnel, je pense que c'est important de se garder des moments où vraiment on ne pense plus du tout à la prépa. Je sais que c'est très dur, mais des moments où vraiment on peut totalement s'évader, que ça soit en faisant beaucoup de sport, en regardant une série qui te plaît, en allant voir des proches. Moi, le soutien de mes proches, il m'a beaucoup aidé, notamment celui de ma grand-mère que je remercie. Donc voilà, se réserver vraiment des moments où on n'y pense plus du tout, où on peut profiter de la vie. Et ensuite, je pense, une fois qu'on est dans de meilleures dispositions psychologiques pour se remettre au boulot, faire un peu un bilan de tes qualités et de tes points faibles dans toutes les matières. Moi, c'est quelque chose que j'arrivais bien à faire, surtout en deuxième année. C'est me rendre compte de mes points forts et de travailler surtout sur mes points faibles parce que je pouvais avoir confiance en mes points forts. Voilà, c'était ça ma philosophie. Par exemple, je sais que j'étais assez à l'aise en langue et de toute façon, c'est pareil dans toutes les matières. On n'est jamais assez... Comment tu travailles les langues? Comment je travaille les langues? C'est une bonne question. Je l'ai beaucoup travaillé l'été entre la première et la deuxième année. Parce que je savais que j'aurais pas trop le temps en deuxième année. C'est vraiment un travail de fond, les langues, on peut pas s'y mettre 2 mois avant le concours. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est déjà j'avais un bon niveau parce que j'avais toujours regardé des séries en VO, surtout en anglais. Et ça en fait on s'en rend pas compte, mais on apprend énormément de façon inconsciente. Et après un travail plus actif que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur l'application Anki, comme beaucoup d'autres font, où je me faisais vraiment des listes de vocabulaire, des mots de vocab, que ce soit verbe, adjectif, des noms communs par thème. Et dès que j'apprenais un nouveau mot, en fait, je me le mettais sur Anki. En fait, je supportais pas qu'il y ait un mot que je sache pas traduire. Et même finalement, dans mon temps libre, parfois, je réfléchissais en français, je me disais « Ah, ça, est-ce que je serais capable de le dire en anglais, voire en espagnol, qui était ma LV2 ?» Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Anki pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Anki, donc, c'est une application qui est gratuite, qu'on peut télécharger sur téléphone, sur Android. En tout cas, moi, c'était un Android. Et c'est ce qu'on appelle des flashcards, si je dis pas de bêtises. En fait, ça va simplement te poser la question de... c'est des cartes qui se retournent. Et d'abord, tu as le recto, où on va te dire ça va être le premier mot ou un premier thème. Et tu dois deviner, tu dois réussir à te réciter le verso pour qu'ensuite tu puisses voir la réponse et voir si tu as juste ou non. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que tu peux toi-même t'évaluer, te dire, OK, est-ce que là, j'avais la réponse? Est-ce que c'était moyen ou est-ce que je l'avais pas du tout? Il y a ces 3 boutons-là, si je dis pas de bêtises. Et Anki tout seul, en fait, va te reposer cette flashcard avec un nombre de jours qui est cohérent avec ta qualité de réponse, on va dire. Exact. Et donc, c'est très pratique. Et je suppose qu'ils se sont appuyés sur beaucoup d'études sur la mémoire pour retenir à long terme. Active, quelque chose comme ça. Voilà, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Donc, ceux qui cherchent des applications, par exemple Anki, également Quizlet aussi, qui est exactement le même principe, il me semble. Tout à fait, ouais. Donc, ce sont 2 applications pareil, de flashcards qui sont vraiment, vraiment pratiques et que beaucoup d'étudiants utilisent. Donc, on vous conseille ça aujourd'hui si vous souhaitez travailler. Je conseille. Sujet qui n'a rien à voir maintenant. Oui. Par rapport à la géopolitique, est-ce que tu faisais des fiches ou pas? Je faisais beaucoup de fiches, mais j'ai beaucoup évolué dans ma façon de faire des fiches. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, bien sûr. Donc, au début, je le rappelle, ma première année, donc j'étais vraiment dans l'optique tout connaître par cœur. Tous les chiffres, parce que voilà, c'était mon réflexe un peu du lycée qui me permettait d'avoir des bonnes notes. Et donc mes fiches étaient beaucoup trop détaillées finalement. Même j'essayais d'aller chercher des exemples ailleurs, ça c'est une bonne chose, mais en fait il faut savoir rester synthétique. Parce que de toute façon au concours, ils demandent d'être précis, mais pas forcément d'aller trop dans le détail, du moins dans les détails anecdotiques. Et ça, j'avais du mal encore à distinguer l'anecdote de l'essentiel. Et donc mes fiches étaient trop longues, elles étaient jolies, elles étaient pratiques à apprendre, mais trop longues. Et donc en deuxième année, comment j'ai évolué? Déjà, j'utilisais plus l'ordinateur.
À la base, en première année, je faisais beaucoup à la main et Il y a le droit à ça me prenait l'ordinateur beaucoup à de temps. Pharma? Pardon? Il y a le droit à l'ordinateur à Pharma? Oui, on avait le droit, en tout cas en deuxième année. Oui, même en première année, ça dépendait des matières, mais en tout cas en géopo, ils nous l'autorisaient. Et en deuxième année, j'ai évolué un peu plus j'ai plus utilisé des mots-clés, des dates, les dates qui étaient cruciales, bien sûr, il fallait pas les oublier, mais des exemples, parfois un exemple en une phrase, ça suffisait. Alors qu'avant, parfois, je connaissais toute la chronologie de l'exemple, alors que c'était pas nécessaire. Faut vraiment se dire que l'épreuve, elle va durer 4 heures et que l'exemple, on a le temps de le développer en 2-3 minutes à l'écrit. On peut pas passer 1 heure à développer un exemple. Donc voilà, j'allais plus à l'essentiel et encore une fois, j'axais mon travail sur la méthodo. Donc des connaissances, tu mettais des plus la méthodo. définitions en chronologie. Nous, je sais que par exemple, dans nos fiches que l'on a chez Virage Prépa, quand on donne aux étudiants, il y a une partie définition, une partie chronologie en termes de date, une partie citation qu'ils peuvent mettre en accroche d'intro. Et après, derrière, bon, plus le cours. Est-ce que tu faisais pareil en gros ou... Oui, tout à fait. En tout cas, la définition, moi, je m'étais carrément fait un grand répertoire avec toutes les définitions les plus importantes en géopo. Évidemment, mondialisation, croissance, voilà, tous ces termes-là très génériques et très importants. Donc ça, c'était super important. Encore une fois, la phase où on définit en intro, elle va vraiment guider tout le raisonnement. Donc, faut vraiment être clair sur ça. Chronologie, il y en a beaucoup qui se faisaient des frises chronologiques. Moi, je le faisais un peu moins, j'en ressentais pas le besoin, mais en tout cas, il fallait vraiment que j'ai les dates, ça c'est sûr. Les dates, je les surlignais d'une certaine couleur, parce que sans les dates, on peut pas s'en sortir. Et les citations, j'en avais un peu moins parce que en fait, j'avais pas trop le temps. Mais je sais que c'est quelque chose qui permet vraiment de se différencier, surtout en accroche. Moi, en fait, je me suis pas donné assez de temps pour les citations, mais une citation bien placée, ça peut vraiment permettre de se démarquer. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le correcteur, il voit une citation auquel il n'a même pas pensé lui-même. Tout à fait, il se dit, ok, donc lui, je peux le caser dans 12, 14, par exemple, quelque chose comme ça. Quoi. C'est ça, en tout cas, ça peut vraiment aider, ouais. C'est sûr, ça, je suis d'accord. Ok, donc toi, tu es partant pour les fiches, ça? Ouais, bien sûr. Mais les fiches, en fait, il faut qu'elles soient très personnelles. J'en connais qui faisaient des fiches en mettant beaucoup de couleurs, d'autres qui le faisaient sur l'ordi et qui avaient besoin ensuite de le refaire à la main. C'est vraiment le travail, même de façon plus générale en prépa, le travail, il faut qu'il soit très personnel. C'est pour ça que la prépa, elle apprend beaucoup à se connaître soi-même. Parce qu'il y a tellement d'infos qu'il faut que ça soit... les infos doivent être organisées d'une façon qui arrange la mémoire. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont en première année, qui nous regardent, qui n'ont pas les très bonnes notes, qui hésitent à poursuivre, comme on disait tout à l'heure, ou même continuer, mais qui sont vraiment dans le mal, qui ont peur pour la deuxième année, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils ont des mauvaises notes ou qui se remettent en question? Moi, je les conseille de se faire aider. Moi, toute ma prépa, ça m'arrivait de suivre des cours particuliers. Alors, ça dépendait des périodes, selon mes besoins, selon les moments où j'avais des difficultés ou pas. Mais dans beaucoup de matières, je prenais de temps en temps des cours particuliers. Et en maths, j'en prenais régulièrement parce que ça m'aidait beaucoup. T'en prenais avec qui? C'était des anciens étudiants? Oui, j'en prenais beaucoup avec des anciens étudiants. Je me souviens, notamment en géopo, justement la méthode, je l'ai appris avec mon prof, mais aussi avec une ancienne étudiante qui est à HEC actuellement et qui m'avait vraiment énormément aidé, avec qui je pouvais faire des entraînements. Parce que l'avantage des cours particuliers, c'est, en tout cas en géopo, pas forcément les connaissances qu'on a avec le prof, mais plutôt la façon de les organiser, la façon de les présenter face à un jury de concours. Et ça m'a énormément aidé. Et aussi, au-delà de ça, parler de comment aller à l'essentiel dans la façon de réviser. Il n'y a rien de mieux. Les profs sont excellents en général, les profs de prépa. Mais le mieux, c'est d'avoir surtout quelqu'un qui a connu cette aventure-là de la prépa. Récemment, surtout, et qui a performé au concours. Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... ça permet de gagner énormément de temps. Ouais. Tu l'as ressenti qu'à partir du moment où tu faisais accompagner, tu as gagné directement du temps et surtout des meilleures notes, quoi. Oui, tout à fait. Je me souviens en contraction texte en première année, j'avais des très mauvaises notes. Alors maintenant, c'est surtout la synthèse, mais je crois qu'elle existe toujours à Écricom. Et j'ai pris seulement un seul cours sur la contraction et je suis passé à 12 directement. Parce qu'en fait, j'avais pas compris la méthode. Et parfois, il y a certains profs, ils sont très bons dans leur matière, mais ils sont pas forcément très orientés concours. Et voilà, le fait de prendre des cours particuliers avec quelqu'un qui a réussi au concours, forcément, il donnera les conseils les plus efficaces. C'est important ce que tu dis, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, les professeurs de prépa, pour la plupart, dans les très bonnes prépas, ils sont très bons, évidemment. Ceux dans les moyennes prépa, ils sont moins bons. Mais encore une fois, c'est important d'avoir conscience des attentes du jury. Et certains professeurs, encore une fois, ils sont bons pour apprendre les cours, mais derrière, ils connaissent même plus
quasiment les attentes du jury et qu'est-ce que le jury veut concrètement dans les copies. C'est là où c'est important de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît vraiment les attentes du concours et qui a réussi, qui a performé récemment, quoi. Tout à fait. Donc, c'est très important d'analyser les rapports de jury. C'est quelque chose que je faisais beaucoup en deuxième année. Parce que c'est dommage de passer 2 ans à étudier sans savoir exactement qu'est-ce qui est attendu au concours. Et voilà, certains profs le font tout de suite et d'autres le font pas forcément sur les 2 années. Donc voilà, c'est important soit de le faire soi-même, mais surtout de pouvoir être aidé par quelqu'un qui lui-même a performé au concours, qui forcément connaissait bien les rapports. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, qui est en prépa, qui a des difficultés aujourd'hui? Moi, je pense que c'est vraiment un investissement qui est super rentable. Ça permet de gagner énormément en temps, en fait. Moi, en première année, surtout, je perdais beaucoup de temps sur des fiches un peu trop longues, sur des exercices de maths qui n'étaient pas forcément les plus importants à travailler. Ça permet vraiment de prioriser les choses, d'aller plus à l'essentiel et même de se sentir plus efficace quand on travaille. Et après, ça libère un petit peu plus l'esprit après 1 ou 2 heures de travail intense avec un prof, où on a pu poser toutes ces questions aussi. On se sent mieux, on peut prendre une pause en étant un petit peu plus libéré et repartir d'un meilleur pied. Tu te sentais beaucoup plus productif? Ouais, tout à fait, vraiment. Et même après, une fois que j'étais tout seul, je gardais les conseils que je m'étais notés et je pensais aux profs qui m'accompagnaient quand je travaillais tout seul ma matière. Et ça motive beaucoup, c'est un gros soutien psychologique aussi. Ouais. De toute façon, un professeur particulier, il est là pour te donner des conseils que le prof en classe ne peut pas te donner. Parce qu'il faut se dire quand même que le prof en classe, il a 40 étudiants, de 30 et 40. Donc, il ne peut pas être avec chaque étudiant individuellement, c'est impossible. C'est ça. Donc, c'est là aussi qu'il y a l'importance de se faire accompagner. Nous, pour rappel, chez Virage Prépa, comme vous en doutez, on a forcément des anciens étudiants de prépa qui sont aujourd'hui, qui ont intégré le top 3 au minimum et qui sont également au sein des plus grandes prépas parisiennes en tant que colleurs, par exemple. Donc on a cette chance-là d'avoir ces professeurs-là qui donnent des cours particuliers à l'ensemble des étudiants. On accompagne donc des premières années, des deuxièmes années et également des étudiants au lycée qui souhaitent se préparer à la prépa. Et tout ça se fait sous forme de cours particuliers. Comme je l'ai dit, donc entre 6 et 8 heures de cours par mois de la matière de son choix. Et c'est là où c'est intéressant pour vous, c'est que vous pouvez choisir la matière de votre choix semaine après semaine. Les cours ont lieu en général le week-end. Donc d'entre 8h et 22h avec les professeurs, parce qu'on considère tout simplement qu'un étudiant qui est en prépa aujourd'hui n'a pas le temps forcément de prendre des cours la semaine. Donc nous, on fait tout ça le week-end et ils auront également accès à des fiches, notamment en maths, géopolitique, ESH, économie, management, et en plus donc d'un mentor qui est un de leurs professeurs qui est disponible la semaine sur WhatsApp pour les aider. Donc voilà, ça c'est concernant Virage Prépa. Donc c'est un peu en gros ce que tu as pris quand tu étais au lycée, enfin quand tu étais en prépa, un accompagnement avec des cours particuliers. Maintenant, on va parler un peu plus donc, de ton école, l'EDEC. Qu'est-ce que tu penses de l'EDEC, toi? J'en suis très content et surtout là actuellement, donc, je suis dans le cycle alternance depuis janvier, là, donc ça fait seulement 1 mois. J'apprécie beaucoup pouvoir faire ça. En fait, surtout quelque chose qui est bien, c'est que là, pour les 2 premiers mois, jusqu'à début mars, c'est ce qu'on appelle la période d'immersion en entreprise. Donc ça permet, moi, dans mon entreprise, de vraiment pouvoir prendre mes marques. Donc ce parcours-là, en tout cas à titre personnel, il me plaît beaucoup. Je sais que c'est aussi le cas ça existe aussi dans beaucoup d'autres écoles. Moi, l'EDEC, personnellement, je l'ai intégré parce que c'était la mieux classée parmi celles que j'ai eues. Et j'ai beaucoup apprécié mes oraux à l'EDEC. Notamment une petite anecdote, l'entretien de personnalité. Alors à l'EDEC, il se fait en 3 phases. Mais la dernière phase, en fait, c'est donc un petit peu plus classique où on est seul face à un jury, mais un jury d'une seule personne, en tout cas dans mon cas. Et j'ai beaucoup accroché avec ce jury-là, qui était un prof de marketing de l'EDEC, avec qui j'ai pu discuter aussi plus tard. Ouais. Et c'était vraiment un échange intéressant. Et ça, plus la beauté du campus, plus sa réputation, plus voilà l'accueil que j'ai reçu. Voilà, tout ça, ça m'a donné envie de l'intégrer. Et aussi en sachant toutes les opportunités auxquelles peuvent avoir accès les fraîchement diplômés de l'EDEC. Voilà, notamment tout ça, ça m'a convaincu. Notamment dans la finance. Toi, tu veux travailler dans quoi? Alors, c'est vrai que l'EDEC, elle est très réputée pour son master de finance à Nice. Alors moi, je suis un peu moins finance, donc j'y suis pas allé. Moi, je suis encore un peu mitigé. Je sais pas encore exactement ce que je veux faire, mais je suis très intéressé par le conseil. Et c'est pour ça que là, actuellement, je suis en alternance dans une entreprise de conseil en ingénierie qui s'appelle Alten.
qui travaille notamment beaucoup avec Airbus à Toulouse. Et donc voilà, ça, pour l'instant, j'apprends un petit peu comment est-ce qu'on recrute des consultants et comment est-ce qu'on les manage. Et l'année prochaine, je vais passer au poste de business manager où c'est un petit peu plus orienté business, les négociations de contrats. L'alternance, c'est combien de temps? Pour nous, c'est 2 ans. Donc là, pour moi, entre janvier de cette année, 2024, jusqu'à décembre 2025. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, pour nous, le parcours alternance, on est diplômé 6 mois avant les autres. Puisqu'en fait, on n'a pas d'échange à l'étranger. Enfin, pas de 6 mois en tout cas. Il n'y en a pas du tout en fait. Il y en a juste un en fait en juillet d'1 mois cette année. Voilà. Mais voilà, puisqu'on choisit alternance, en fait, on s'y dédie pleinement pendant 2 ans. Ok, bah c'est cool. C'est cool. Ouais, je suis très content. Pour revenir un peu sur la prépa, quelqu'un qui hésiterait à faire une prépa, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Je lui conseillerais de parler avec quelqu'un qui est en prépa, soit qui l'a faite. Ou alors d'écouter un podcast comme celui-là, par exemple. En fait, écouter des profs, c'est bien, mais le mieux, c'est encore une fois d'écouter quelqu'un qui est passé par là ou qui est actuellement dans le parcours. Faut vraiment savoir que la prépa, c'est un gros engagement. Pendant 2 voire 3 ans, en fait, on va penser à ça un petit peu tous les jours. Et c'est super enrichissant. Et après, en général, on est très fiers et très heureux de l'avoir faite. Qu'est-ce que tu en retires, par exemple, de la prépa? Moi, ce que j'en retire, déjà sur le plan pro, bah, ça ouvre énormément d'opportunités. Pouvoir accéder à l'EDEC en venant de Narbonne à la base, c'est génial. Sur le plan ensuite des connaissances, voilà, j'ai une culture qui est bien meilleure, je sais faire plein de choses et notamment je donne beaucoup de cours de maths à des lycéens, pas de niveau prépa, mais à des lycéens, quelque chose que j'aurais pas pu faire si j'avais pas fait prépa, je pense. Et surtout sur le plan personnel, en fait, j'ai vraiment appris à savoir me remettre en question sans que ça m'énerve, prendre de la distance par rapport à mes performances et prendre confiance en moi. Voilà, comme je disais, quand je suis arrivé en début de prépa, j'avais pas trop confiance en moi. Je savais pas trop sur quel pied danser et qu'est-ce que je pouvais accomplir. Et finalement, 2 ans après, je me rends compte que j'ai pu accomplir de grandes choses en atteignant un top 4. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours dans ma vie. Ça, c'est l'avantage de la prépa, c'est que peu importe son lycée, si on travaille bien, si on est accompagné par les bonnes personnes, si on a des bons profs, d'ailleurs, on peut faire quelque chose qu'on ne pourrait même pas y penser. Par exemple, toi, tu viens d'un lycée classique à Narbonne. Jamais tu te serais dit que tu t'atteindrais les DEC, quatrième meilleure école en France, avec d'excellents masters. Donc c'est cool et félicitations à toi. Merci beaucoup. Même une petite idée que je pourrais rajouter qui est intéressante, c'est qu'en fait, en 2 ou en 3 ans, pour ceux qui cubent, on peut faire des progrès inimaginables. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en première année, ceux qui étaient les meilleurs ne sont pas forcément ceux qui ont eu les meilleurs résultats au bout de 2 ans. Y en a parfois qui partaient d'assez bas, qui étaient dans les derniers et qui finalement ont atteint un top 5, un top 3 parfois. Ça, nous, on le voit avec les étudiants. Bon, là, c'est un peu différent parce que si on les accompagne, mais on voit des étudiants qui en première année avaient 7, 6 et qui en deuxième année, avec de la persévérance, etc., atteignent 14, 15 dans les matières les plus importantes, ESA, géopolitique, maths, et derrière qui intègrent un top 3. Donc, les progrès sont vraiment impressionnants. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, venir d'un bon lycée à la base, ça aide, surtout au début. Mais voilà, par le travail, on peut vraiment rattraper les lacunes. 2 voire 3 ans, c'est largement suffisant si on y met les bons ingrédients. Ouais. Écoute, je te remercie, Louis, pour ce podcast. Je vous invite également à regarder les différents podcasts qu'il y a sur la chaîne. Donc là, aujourd'hui, c'est le 5e. Il y en a 4 autres avec différents profils également, notamment des prépas ECT, aussi pour ceux qui sont intéressés. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Valentin et Louis. Ciao.